Bonjour et bienvenue à tous. Ça sent le roussi et c'est peu de le dire. Depuis quelques jours, au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour cause la monnaie ECO. Elle continue d'alimenter les discussions, notamment après la récente sortie du président nigérien Muhammadu Buhari. Il menace pratiquement la zone UEMOA si l'ECO venait en remplacement du franc CFA avant son adoption par les États membres de la CEDEAO, qui sont d'ailleurs les pionniers de cette monnaie unique. Pour lui, il n'y a pratiquement pas de différence entre l'actuel franc CFA et l'ECO de la zone UEMOA. Ces craintes sont-elles fondées? N'est-ce pas là un chantage ou même une stratégie pour annihiler les efforts des États membres de la CEDEAO tendant vers cette monnaie unique? On en débat tout à l'heure avec les confrères. Et depuis quelques jours, la situation sanitaire du Bénin s'aggrave. Le coronavirus continue de dicter sa loi avec l'augmentation drastique des cas confirmés et du nombre de décès. La psychose s'installe peu à peu et l'on se demande si nous n'atteignons pas ainsi le pic de l'épidémie dans notre pays. Avec un infectiologue, nous aborderons la question au cours du dossier de la semaine. Mais avant tout cela, on installe le mini-journal à la présentation Nadège Omolade. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Eco. Les populations de Cotonou et Abomey-Calavi font face depuis quelques jours au phénomène cyclique des inondations. Les dernières pluies ont déjà transformé certains quartiers. L'eau a envahi plusieurs habitations, tout comme certaines rues sont inondées. Quels sont les impacts des dernières inondations sur le quotidien des Cotonouais? Rodrigue Babagbeto a fait le constat. C'est l'exercice auquel se livre chaque jour Candice quand elle sort de sa maison ou quand elle y revient. Traverser l'eau à pied est devenu pour elle une habitude depuis le début de cette saison des pluies. Une saison des pluies qu'elle vit aujourd'hui comme jamais auparavant. Dans cette zone, par contre, les riverains sont habitués. Ne pas voir les rues ou les maisons pleines d'eau après de fortes pluies aurait été un véritable miracle. Voilà les résultats après ces 3 derniers jours de pluie. Jeudi, vraiment, il n'a mis souci tant. À l'idée où des bonnes bonboyens, à l'idée de on est dans le bibégon. Vont me péri. Bon, et bon, mais à glanou le mi bon huzu jetovi simenu. Mi bon huzu wevi pour tomber bon et pour y. Tu as ne j'ai des filles et fa diama. Vraiment, déjà bon dehors. Agaga au boucaté de bon. Vraiment au bredai. Des surfaces d'eau que chacun s'arrange pour traverser à son rythme, qui très lentement, qui très rapidement pour ne pas se retrouver à l'eau. Kekiri est mécanicien. Il est bien obligé de penser à une solution pour son atelier s'il ne veut pas rester désœuvré. Cette souffrance, les populations la vivront-elles encore longtemps? La grande saison des pluies, démarrée en avril, dure jusqu'à la moitié du mois de juillet. Heureusement souffle sur le Bénin un vent d'asphaltage dont les populations de ces zones espèrent pouvoir être au plus tôt les bénéficiaires. La journée de l'enfant africain a été célébrée comme à l'accoutumée le 16 juin dernier. Cette journée est instituée en souvenir du massacre des enfants tués et blessés à Soweto, en Afrique du Sud en 1976, lors d'une manifestation pour exiger leurs droits. Au Bénin, les droits des enfants sont toujours violés malgré les tests juridiques existants. Certains enfants se retrouvent même en conflit avec la loi et peinent souvent
arriveront à s'en sortir. Quelle est la situation de ces enfants au Bénin? Élément de réponse dans ce reportage de Patrick Adiakbodjou. Au Bénin, il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'école, accès à des soins de santé de bonne qualité, et il y a aussi des enfants qui mendient, des enfants en apprentissage malgré qu'ils n'ont pas l'âge. Un tableau sombre et peu reluisant de la situation des enfants dans notre société. Selon l'UNICEF, 40% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans en Afrique. Le continent abrite 15 des 20 pays ayant le taux de mariage d'enfants les plus élevés au monde. Au Bénin, les filles continuent de subir des violences qui affectent leur santé et compromettent leurs chances de réussite dans la vie. Leurs droits sont violés dans le sens où une fois qu'elles sont mariées à 12 ans, elles sont déjà mères. À 14 ans, elles sont mères de 2 enfants. Elles ne vont pas à l'école. Et quand elles atteignent l'âge de 20 ans, elles sont sous la domination d'un homme. Donc, quelque part, leur vie, je dirais, est gâtée. Marginalisés, certains enfants, filles comme garçons, se retrouvent en situation sociale difficile. Leur refuge, la rue qui les éduque autrement. Par manque d'éducation, ils développent des vices qui les mettent en conflit avec la loi. Qu'est-ce qu'on entend par conflit avec la loi? Ce sont tous les enfants qui sont en infraction pénale, par exemple, qui ont commis un vol, qui ont commis un viol, ou qui ont fait une escroquerie, ou qui ont fait un abus de confiance. En fait, toutes les infractions qui relèvent du code pénal. Les cas sont donc légion. Au Bénin, effectivement, il y a des enfants qui sont en conflit avec la loi. Comme dans ma commune, on a un enfant qui a été amené au tribunal parce que lors d'une bagarre à l'école, a porté atteinte au crâne de son camarade. Nombre d'enfants en conflit avec la loi identifiés ayant bénéficié de l'assistance juridique, nous avons une fille et 13 garçons. Nombre d'enfants victimes de violences ayant bénéficié de l'assistance juridique, nous avons 20 filles et 1 garçon. Nombre d'enfants victimes identifiés ayant bénéficié d'un avocat dans la zone d'intervention, nous avons 9 filles. Au Bénin, si la situation carcérale des enfants se serait améliorée avec l'adoption du code pénal de l'enfant, la vie d'après la prison demeure une équation encore difficile à résoudre, malgré les progrès déjà réalisés. Il y a effectivement un progrès au niveau du ministère de la Famille, une structure et une mise en place pour que les enfants, une fois sortis de prison, bénéficient d'une réinsertion et une profession. Mais il serait vraiment bien que nous puissions vraiment suivre de manière à ce que tous les enfants incarcérés dans tout le Bénin puissent avoir une belle réinsertion sociale et que leurs droits soient respectés. Pour chaque enfant, la santé. Pour chaque enfant, des droits. À l'occasion de la Journée de l'enfant africain 2020, les plaidoyers militent en faveur de l'accès des enfants à une justice équitable. À l'ère du digital, les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Ils représentent aujourd'hui un nid d'opportunités et une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une addiction qui influence leur quotidien. Plusieurs conséquences découlent de cette dépendance que les utilisateurs développent vis-à-vis des réseaux sociaux. Perspective Tossa nous éclaire dans ce reportage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage, et qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. Okay.
De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de points de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. De femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui. Donc, influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors, un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils sont sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Week Echo se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et la revue de presse, c'est tout de suite et maintenant. À la manette, Patrick Adjaboudjou. Fin de la vache à lait pour la mafia foncière. Le bradage du patrimoine de l'État dans les communes est désormais suspendu. Le journal La Nation du jeudi 25 juin 2020 a repris à sa une la décision du Conseil des ministres. Bradage des réserves foncières communales. Clap de fin. Le gouvernement vient ainsi de taper dans la fourmilière de la mafia foncière communale. Le journal La Cloche y consacre également sa parution du jeudi 25 juin 2020, morcellement et vente des réserves administratives, les nouveaux maires mis en garde par le gouvernement, fraternité renchérie en ces thèmes, bonne gouvernance au cours de la 4e mandature de la décentralisation, le gouvernement met les garde-fous. À en croire les canards, des missions de vérification de la gestion du foncier dans les communes ont mis en exergue de graves dysfonctionnements dans les opérations de lotissement, ainsi qu'un défaut de préservation de ces réserves censées accueillir des équipements socio-économiques publics. Le progrès, réalisation de 3,6 points à l'évaluation des politiques et des institutions nationales. Un nouvel exploit économique pour le Bénin. Selon le journal, au classement de la Banque mondiale, le Bénin enregistre un score passant de 3,5 en 2018 à 3,6 en 2019. L'événement précis reste collé à l'actualité et écrit « Maintien de la note B+ attribuée au Bénin. Standard & Poor's salue les réformes économiques de talent ». Cette évaluation permet d'apprécier sur une échelle de 1 à 6 la qualité des politiques et aptitudes des institutions à favoriser une croissance durable et de réduire la pauvreté. Cette prouesse enregistrée par le Bénin est le fruit de nombreuses réformes entreprises sur le plan économique. Monnaie Éco, Muhammadu Buhari exprime ses divergences avec la dénomination commune défendue par les pays francophones. L'économiste relaie l'information et écrit à sa une « Divergence autour de la monnaie unique ouest-africaine vers l'éclatement de la CEDEAO et l'échec de la ZLECAf ». Pour la première fois, le président nigérien évoque un risque de dislocation de la CEDEAO en cas de frappe de la monnaie éco en remplacement du franc CFA par la zone UEMOA.
Sur l'émission Week Eco, la monnaie éco et la récente sortie du président Boari est en débat. À dimanche prochain. Merci à vous, Patrick Adiabourdiou. Vous plantez si bien le décor du décryptage. C'est tout de suite. Je le disais donc, le processus enclenché par les pays de l'UEMOA pour remplacer le franc CFA par l'éco ne sied pas du tout au président nigérien Muhammadu Buhari. Il brandit la menace de dislocation de la CEDEAO en cas d'adoption unilatérale de l'éco par ces pays. À tort ou à raison, nous ici, on débat de la question et sur ce plateau avec moi, Aaron Akinosho, bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de me À côté, Gédéon Vegba, bonjour Gédéon. Bonjour Ilvaïus. Merci d'être là. C'est un plaisir. Alors Gédéon, comment vous appréciez la réaction du président Buhari? Légitime. J'estime, c'est une réaction légitime parce que quand vous avez suivi un peu ce dossier, vous comprenez que le président nigérien soit en désaccord par rapport à ce qui se fait. Oui. Parce que c'est une monnaie lancée par la CEDEAO à l'origine, mais repris par l'Union économique et monétaire ouest-africaine par la suite. Ce qui dérange, moi, dans ce que j'ai lu et j'ai pu comprendre dans la réaction du président, c'est que rien ne change par rapport à l'écho de l'UEMOA. Rien ne change. Tout reste. C'est comme si c'était le franc CFA qui revenait sous un autre nom. Exactement. Franc CFA, nouvelle formule, on va dire, qui revient. Même s'il y a quelques changements au niveau de l'UEMOA, notamment le retrait des administrateurs français, des instances de gouvernance de la CEDEAO et autres choses, mais fondamentalement, rien n'a changé vraiment. Donc, c'est normal que le président nigérien soit vraiment offusqué, soit gêné par ça, parce que ça va, je dirais, vicier un peu la procédure qui va conduire à l'écho de la CEDEAO. Alors, Aaron, les craintes du président Buhari sont-elles justifiées selon vous? En fait, là, on n'est même plus au niveau de ça, si les craintes sont justifiées ou pas. C'est qu'on est face à des faits. Et les faits, c'est qu'aujourd'hui, l'éco, formule UEMOA, c'est le franc CFA. Il ne faut pas qu'on se monte. D'ailleurs, la Banque de France l'a précisé, on a éliminé tout ce qui peut fâché, donc le maintien des réserves de francs de change au niveau de la Banque de France, mais on a oublié de préciser, parce que ça c'est quelque chose qui n'a pas été dit, que mais ces réserves de change, ça ne veut pas dire plus d'argent pour nos économies, c'est juste de l'argent qu'on va déposer par exemple à la BRI, la Banque des règlements internationaux, donc ce n'est pas de l'argent qui vient. On dit par exemple que la Banque de France retire ses représentants au sein du Conseil monétaire du Conseil. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi une disposition qui dit que quand le ratio dette PIB atteint un certain seuil, en fait, ils peuvent revenir. Donc, l'un dans l'autre, rien n'a changé. Et moi, je trouve que quelque part, il faut saluer l'honnêteté ou la franchise du président Buhari qui a eu le courage de dire ce que beaucoup de ses pairs et beaucoup d'analystes d'ailleurs pensaient tout bas. Parce qu'il faut un peu voir l'histoire de la CEDEAO. La CEDEAO a été créée comme quoi, à la base? Comme une union économique, avec à terme une convergence monétaire, une monnaie unique. Or, il se fait qu'aujourd'hui, ce processus, en tout cas, est plus ou moins bloqué ou plus ou moins vicié parce que les pays de la ZMAO n'accepteront jamais le principe de la parité fixe avec l'euro. Donc, en fait, à un moment, on se retrouve face à une impasse. Et face à une impasse, je pense qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de dire, là, nous sommes dans un blocus. Alors, est-ce qu'on doit sortir de la CEDEAO? Est-ce qu'on ne doit pas en sortir? Ça, c'est un autre débat, mais il est vrai que quand on prend le projet CEDEAO dans ce qui est son essence, aujourd'hui on va dire que la sève est quelque peu coupée parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Mais cette sortie du président Buhari, selon vous, ça ressemble à de la pression, à de l'intimidation, non? Oui et non. Alors moi, personnellement, j'ai pris la peine de lire tous les tweets. Alors je ne sais pas s'il y a eu une autre information. Nulle part expressément, il ne dit « nous sortirons » de la CEDEAO. Mais quand il parle de dislocation, ce qu'il dit, c'est nous ne pouvons pas entrer dans une organisation pour en sortir aussitôt. En fait, c'est la traduction que j'ai eue de l'anglais. Et je pense que là, en fait, il évoque plus ou moins l'écho tel
qu'il ait exigences. Je crois que ce qu'il dit, c'est ne pouvons pas entrer dans l'éco et voir que les conditions ne nous conviennent pas pour en ressortir aussitôt. Mais toujours est-il que oui, dans le fond, il y a quand même une question qui se pose, c'est la question du devenir de la CEDEAO. Mais je pense sortir de la CEDEAO, c'est quand même activer le bouton nucléaire. Mais c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas s'il y a vraiment un désir de faire pression, parce que de toute façon, le processus de l'éco ira à terme, je pense, le 20 juillet prochain. Là. Donc je pense qu'il est peut-être... Selon ce qui est prévu. Oui, je pense qu'il est peut-être un peu trop tard pour faire pression, mais le Nigeria est une grande nation. Le Nigeria entend manifester qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'ils peuvent se permettre de considérer là-bas comme une mascarade. Et donc, il a exprimé. Alors, après menace, il faudra voir. Est-ce parce que le Nigeria se targue, même s'il est vrai, d'être la première économie de l'Afrique qui pourrait se permettre ainsi de mettre la pression sur les autres pays de la CEDEAO? Non, est-ce qu'on va parler de pression, comme il a dit? Moi, je ne pense pas que ce soit une pression. Je pense que c'est, je dirais, le président lance une alerte parce que ce qui se prépare, est-ce que ça ouvre de bonnes perspectives pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Je pense que c'est discutable parce que quand on voit le mode opératoire actuel, c'est-à-dire que tel que c'est conduit, le processus qui va aboutir sur l'éco de l'UEMOA, c'est un processus qui n'est pas assez inclusif. Parce que les autres chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas été associés à la chose. C'est vrai que ce n'est que les 8 États de l'UEMOA qui se sont réunis pour décider de la conduite à tenir pour l'éco de l'UEMOA. Mais, ceci dit, les autres estiment qu'il faut forcément qu'il y ait une entente sur comment on va aboutir au processus définitif qui va consacrer l'éco de la CEDEAO. À l'heure actuelle, on ne sait pas quels sont les... Parce qu'on a parlé de critères de convergence qu'il faut trouver. On n'a pas trouvé ces critères de convergence encore au niveau de tous les États. Même au niveau de l'UEMOA, ce n'est pas réuni. Mais on veut faire du forcing. C'est ce que je constate. Parce qu'on veut aller à cette échéance du 20 juillet prochain, by force. Est-ce que ça va nous permettre, comme il a dit, c'est vrai, nous sommes dans la stabilité. On dit stabilité, mais la stabilité ne veut pas forcément nous créer des conditions de croissance économique. Si nous ne travaillons pas à soit des bases solides pour nos économies et que c'est juste la monnaie pour la monnaie que nous faisons, je pense qu'on va à la banqueroute. Mais cela se donne également un problème une crise de confiance entre les chefs d'État. C'est à croire qu'ils ne se font pas suffisamment confiance les uns les autres. Du coup, chacun est campé sur ce qui a été, je dirais, là où la base a été forcée, c'est que celui qui a porté ce dossier s'est dit fin connaisseur de la chose. Je vais parler du président Ouattara, qui a été gouverneur par ailleurs, gouverneur de la BCAO, ancien directeur général du FMI, et tous les postes qu'il a occupés. Pour lui, c'est qu'il était vraiment dans son dossier. Il maîtrise les choses. Alors qu'il fallait des concertations préalables pour que ces genres de décisions soient prises au sommet. Et apparemment, ça n'a pas été le cas, et les autres se sont sentis frustrés. Et on dit, bon, on va voir comment ça va aboutir. Donc, c'est là, genre, il y a des suspicions, des craintes même au niveau de certains chefs d'État. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas s'aventurer sur ce terrain. Oui, justement, je vais rebondir sur ça. Moi, pour donner une anecdote, c'est que pour moi, il y a une véritable crise de confiance, et ce n'est pas une crise de confiance qui est née aujourd'hui, elle n'est même pas née hier. Et pour ça, je vais donner pour preuve, il faut lire la biographie de Kofi Djondo, où il racontait la naissance d'Ecobank comme banque panafricaine. Et c'était exactement la même chose. Il portait le projet avec un partenaire nigérian. Donc, il fait le tour, la tournée des chefs d'État pour leur dire, nous voulons cette banque panafricaine, tout ça. Et il dit, c'est lui qui le dit, donc c'est pas moi. Il dit, mais après, ils étaient allés voir Oufouet, qui était tout enthousiaste sur le projet. 48 heures après, Oufouet le rappelle. Donc, il vient, et Oufouet lui dit, tu sais, le projet, il est bien, mais est-ce que ce truc, on ne peut pas le faire juste entre nous, tu sais, les anglophones, tout ça. Et il a fallu toute sa ténacité, sa pugnacité à lui pour qu'on ait aujourd'hui le projet de banque panafricaine qui a été Ecobank, même si Ecobank a ses faiblesses, il faut quand même dire que c'était une réussite. Et moi, je pense que le vrai problème, il est là. C'est que même s'il y a une proximité géographique, historique, culturelle, il y a deux systèmes qui à l'origine sont antagonistes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la France et l'Angleterre au cours de l'histoire ont été de grands rivaux. Donc, il y a deux systèmes antagonistes qui se regardent en chien de faïence et qui font des fois que, malgré que nous soyons par exemple de la même, je vais dire, ethnie ou même du même coin, nous avons des difficultés à communiquer. Quand vous mettez un francophone et un anglophone dans une pièce, en tout cas en Afrique, mais la différence de raisonnement est telle que, en fait,
travailler ensemble est parfois un peu compliqué. Donc je me dis, quand on met derrière toutes les considérations politiques, les impératifs de maintien d'une zone d'influence pour l'un comme pour l'autre, le Nigeria aussi est dans une vision impérialiste. Il n'y a pas de saint dans cette histoire. Donc, du coup, quand on prend tout ça, c'est normal que les gens n'aient pas confiance et quelque part, sans la justifier, on peut comprendre la décision de la zone UEMOA qui se dit, bon, dans tous les cas, maintenons-nous à ce que nous connaissons plutôt que d'aller vers ce que nous ne connaissons pas. Parce que dans le fond, quand on enlève tout ce qui est langage politique et diplomatique, la vérité c'est ça. Nous préférons rester là où nous sommes avec notre stabilité, notre croissance, notre déficit à 3%, notre inflation à 3%, notre... plutôt que d'aller vers l'inconnu. Oui, mais l'autre chose, c'est ce rôle que joue l'UEMOA dans cette situation ne vous semble-t-il pas suspect? Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour empêcher même la naissance de l'écho? Là, on entre dans le conspirationnisme. Mais toujours est-il que si on analyse froidement, l'UEMOA est en train de saborder le projet de l'écho. C'est ça, on n'a qu'à le dire franchement. L'UEMOA aujourd'hui est en train de saborder le projet de l'écho. Pour une raison toute simple, c'est que quand on prend même les agrégats, les critères de convergence, les pays de l'UEMOA ont plus entre eux cette convergence-là que les autres pays. Mais ça, c'est lié à l'histoire. Comme je l'ai dit, ils avaient les agrégats macroéconomiques qui leur ont été imposés pour maintenir la zone dans une certaine stabilité. Donc ça, ils ont cet avantage-là sur les autres. Mais même cet avantage, aujourd'hui, le Covid-19 est en train de le remettre en cause. Parce qu'une petite décision qui est passée que presque personne n'a vu, c'est qu'on a levé tout ce qui est critères de convergence. On a décidé que comme c'était la crise, on pouvait laisser les choses filer. Ce qui pourrait normalement permettre de se rapprocher d'une certaine harmonisation. Mais je pense, comme je l'ai dit, qu'il y a une volonté d'avancer sur terre ferme, donc d'éviter le risque et d'aller sur ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise. Non, de la conspiration. J'épouse entièrement son analyse. Je pense qu'il vaut mieux pour les États de la CEDEAO de s'entendre sur l'essentiel que de se diviser. Se diviser aujourd'hui, je pense que c'est foutre en l'air tout ce qui a été construit depuis 1963. Parce que les pères de la création de la CEDEAO avaient vu loin et on rêvait pour cette communauté. Maintenant, si nous évoluons jusqu'à ce niveau et que c'est pour des questions de, je sais pas, d'intérêt égoïste, on va dire, bon, nous ne sommes pas partants, nous laissons le navire à Caire. Je pense que c'est grave pour la communauté économique. Et l'autre chose qu'il faut souhaiter, c'est que les chefs d'État se parlent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça ne discute pas. Il y a genre un blocage. Et ça ne discute pas. Or, dans cette affaire, il faut discuter, il faut expliquer ce qui sous-tend telle décision. Si on ne présente pas les faits, les autres ne peuvent pas rester là-bas et savoir que c'est parce que vous avez tel problème que vous avez dû procéder comme ça. Donc il faut qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des sommets. On a la possibilité d'organiser des sommets extraordinaires pour discuter. Encore qu'ils font actuellement des sommets en ligne. Donc, absolument. Donc il faut que les chefs d'État se parlent sur cette question rapidement et arriver à trouver quand même un terrain d'entente le plus rapidement possible pour ne pas que ça aille au clash. Mais ce qu'on occulte, c'est que dans cette réforme de l'éco, la plupart des pays anglophones suivent la démarche du Nigeria, les pays de la zone... Oui, le Nigeria est la locomotive, il a dit, la locomotive de la CEDEAO. Donc le Nigeria constitue une tête de pont et que les autres suivent, le Ghana, la Gambie, Sierra Leone et autres. Dans leur zone monétaire personnelle. Donc je pense que... Mais si le Nigeria décide aujourd'hui de quitter, c'est fini pour l'éco. Je pense que ça va susciter beaucoup de départs, ça c'est sûr. Parce que le Nigeria constitue, comme je l'ai dit, la locomotive. Et le départ du Nigeria de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il n'y a plus de communauté. C'est ça. Ce serait une mobilisation totale. Alors, oui. Mais est-ce que le Nigeria peut prendre ce risque? Parce que lui aussi, il est perdant dans l'affaire. Oui, parce que pour le Nigeria, cette zone-là, c'est quand même beaucoup de consommateurs. Oui, mais au-delà de ça, c'est que il y a quelque chose qu'on ne dit pas avec le CFA. C'est que le CFA constitue une monnaie refuge pour le Nigeria. En fait, ça, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire, soyez plus explicite. Non, mais je m'explique. C'est que si, par exemple, j'ai 50 000 naira, d'accord, qui valent peut-être, je dis peut-être une bêtise, $1000 aujourd'hui, le problème, c'est que les mêmes 50 000 naira, de même par effet de dévaluation, peuvent valoir $700 ou quelque chose comme ça. Si je veux que mes 50 000 naira gardent leur valeur absolue de $1000, qu'est-ce que je fais?
je traverse la frontière, je convertis ça en CFA et je le dépose dans une banque au Bénin où de toutes les façons la monnaie ne fluctue jamais. C'est que, donc en fait, il faut, parce que c'est ça le problème avec le CFA, c'est qu'il y a tellement de charges émotionnelles qu'on diabolise la chose. La stabilité en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est que moi, honnêtement, je ne connais pas beaucoup de gens qui accepteraient d'être millionnaires ou milliardaires juste en Naira, avec la valeur et les fluctuations qui vont avec. Donc, le CFA, l'existence d'une zone comme celle-là à côté, leur permet quelque part d'avoir un refuge. Donc, leur sert de valeur refuge. Donc, après, et puis il y a aussi qu'aujourd'hui, la CEDEAO grandit. Le Maroc veut entrer, la Mauritanie veut entrer. Est-ce que le Nigeria va prendre le risque de se couper de cet interland-là, je vais dire, et de de ce marché de consommateurs? Rien n'est moins sûr. Mais je pense, c'est pour ça que je dis, c'est plus la manifestation d'un désappointement qu'une menace véritable. Parce que il faut quand même beaucoup pour remettre en cause ces acquis. C'est bientôt 50 ans d'existence. La CEDEAO, c'est 50 ans cette année, je crois d'ailleurs. Donc, 57 ans, je crois. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on remet en cause d'un claquement de doigts. Donc, je pense quand même qu'il y a beaucoup de... Voilà. Alors, mais dans cette situation où aujourd'hui le président nigérien se retrouve à tenir de tels genres de propos, aujourd'hui, quel devrait être le comportement des autres chefs d'État? Alors, quand vous dites les autres chefs d'État, moi je pense que, comme l'a dit Gédéon tout à l'heure, il y a une question de concertation qui est le véritable problème. Le problème qu'on a aujourd'hui, il est simple. Les pays francophones, qui sont ceux de la zone UEMOA, ont divers mécanismes pour communiquer. On sait comment est-ce que le président burkinabé parle avec le président ivoirien, on sait comment est-ce que le président ivoirien, quels sont les liens qui unissent le président béninois au président ivoirien, on sait quels sont les liens qui unissent le Togolais au Nigérien. Donc en fait, il y a une zone qui a été cimentée par la culture, par l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que déjà à la période coloniale, la plupart de ces présidents-là ont étudié au lycée Béhanzin ici. Donc, c'est qu'il y a des liens historiques qui sont gardés, ils se retrouvent à Paris, sur la Côte d'Azur, ils ont leur circuit. Le problème, c'est qu'en face, dans le même temps, il y a ce que j'appelle moi le Club de Londres, puisque c'est là, qui eux ont leur circuit, qui se retrouvent aussi de l'autre côté. Et là, en fait, il y a deux cultures qui sont face à face et qui n'arrivent pas à dialoguer, qui essaient de voir, mais jusqu'où est-ce que nous pouvons faire confiance à ces gens-là. Donc, moi, je me dis, quelle que soit l'adhésion du Nigeria, il y a de fortes chances de voir le Ghana s'aligner dessus et de voir les autres pays pour une raison toute simple, parce que c'est des pays qui ont déjà leur monnaie, qui ont une expérience de la gestion de leur monnaie, et je ne les vois pas, honnêtement, sacrifier leur souveraineté monétaire, tout ou partie de leur souveraineté monétaire au nom d'un projet commun. Donc, ce qu'eux, ils essaient de faire, c'est plus de tirer les pays de la zone UEMOA hors du giron de la France que d'y entrer par eux-mêmes. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi cette lecture-là à faire. Et puis, le grand paradoxe dans cette affaire, c'est que le projet ECO-CEDEAO est conduit par le président nigérien, oui. Issoufou. Qui est un président qui est en train de finir son mandat. Et puis, le projet UEMOA, ECO-UEMOA, c'est Ouattara qui est en tout cas, qui prend le leadership. Les deux sont de la zone UEMOA. Donc, moi, je pense que le problème se trouve peut-être là, parce que si le président nigérien, qui est président délégué pour conduire le dossier ECO-CEDEAO, n'entreprend pas des initiatives pour dire, bon, ok, je vais parler avec mes collègues. Mais qu'est-ce qui pousse l'UEMOA à vouloir je pense que ça peut bloquer, parce que lui, il est dans une double position. Il est dans la position de celui qui doit gérer des dossiers avec l'UEMOA et en même temps, le dossier de la CEDEAO. Ça me paraît un peu lourd pour lui. Encore qu'il est en train de finir son deuxième et dernier mandat. Donc, il n'est même pas candidat à sa propre succession. C'est très compliqué tout ça, parce qu'il faut gérer le dossier. Il y a bien l'impression qu'il n'a pas trop de temps pour l'éco. Pour l'éco. Oui, mais l'éco... C'est ma lecture. Oui, je comprends votre lecture. Mais l'autre chose, c'est que l'UEMOA me semble un peu... la zone UEMOA me semble un peu, comment dit-on, vouloir voler le projet de la CEDEAO, s'accaparer de ce projet-là. N'aurait-il pas fallu simplement attendre que la CEDEAO fasse sa chose et après... Voler, peut-être le mot est un peu fort. Et si c'est voler, on va dire, mais s'approprier. S'approprier, en première position, l'éco-CEDEAO. Je pense que... Je ne suis pas dans la tête des chefs d'État qui ont décidé de s'approprier ça, mais j'ai bien l'impression qu'ils sont dans une démarche progressive. Mais est-ce que c'est une démarche progressive bien explicite?
c'est un peu flou à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils ont fait la démarche pour expliquer à leur père leur démarche? Je ne pense pas, parce que si les autres s'offusquent de ce que l'écho a été en tout cas, a été smashé, je pense que c'est légitime. Oui. Donc, il revient maintenant au chef d'État de l'UEMOA de travailler en sorte que les autres soient rassurés de ce que ce n'est pas un instrument pour diviser au contraire, la communauté. Oui. Moi, j'ai une autre lecture parce qu'il faut voir un peu quelque chose sur les dernières années. Comment est-ce que le projet ECO, en tout cas le changement de monnaie, est venu sur le terrain? En fait, il a fallu le travail de certains activistes qui ont ramené ce sujet-là devant la scène. Donc, quelque part, il fallait calmer pour les pays de l'UEMOA. Il fallait calmer un peu cette agitation interne-là et donner des gages de ce que, oui, ce n'est pas... Donc, en fait, il leur fallait un changement cosmétique et il leur fallait ce changement-là rapidement. Donc, ce faisant, ils se sont dit, bon, écoutez, de toute façon, il y avait ce projet de l'ECO qui était là. On se l'approprie rapidement. Ça, c'est ma lecture. Hein. On se l'approprie rapidement. Le CFA devient ECO. Bon, ils ont un nouveau nom. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et tout le monde est content. Donc, je pense, en fait, c'est ma lecture, qu'on est en train de sacrifier une initiative qui aurait pu être plus porteuse sur le long terme pour des impératifs que moi, j'estime être purement temporels. Parce que l'autre question est de savoir, est-ce que si les mêmes activistes qui ont milité contre le CFA réalisent et vont dire autour d'eux, mais l'ECO, le CFA, c'est la même chose, cette réformette ne passera pas. Donc, je pense quand même que... Merci à vous, Aaron Akinosho. Merci, Gédéon Weber. On vous aura compris, hein, il faut que nos chefs d'État se mettent ensemble, qu'ils discutent encore plus. Merci beaucoup à vous. On installe à présent le dossier de la semaine. Et je le disais à l'entame de cette émission, les chiffres commencent à faire froid dans le dos et la psychose s'installe peu à peu au sein de la population. Pour cause, l'augmentation des cas confirmés à la COVID-19. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette flambée presque exponentielle de cas de décès et de cas confirmés? Et sommes-nous à l'abri malgré le respect des gestes barrières? Restez en place, on en parle juste après cet élément. 16 mars 2020. Le Bénin enregistre son premier cas de coronavirus. La pandémie, déclarée au niveau mondial, n'épargne pas le pays. Au 30 mars, on compte 6 cas confirmés et jusque-là, aucun décès. Quelques jours plus tôt, le gouvernement décide de la fermeture des lieux de culte sur toute l'étendue du territoire national. Tout de suite, une mesure plus corsée s'est imposée. Les autorités mettent en place un cordon sanitaire autour de 12 communes. 6 avril 2020, le Bénin connaît son premier décès et le nombre de cas passe à 26. Un chiffre qui ne cessera pas d'augmenter malgré les appels du gouvernement au respect des gestes barrières. Un mois plus tard, plus précisément le 11 mai 2020, les cours suspendus ont été autorisés à reprendre. Le cordon sanitaire est levé après plus de 2 mois d'instauration. Au lendemain de cette décision, le bilan du coronavirus présente une note salée. Dans ce contexte se tiennent les élections le 17 mai. Les véhicules de transport en commun, bars et lieux de culte sont autorisés à reprendre leurs activités le 2 juin en respectant les mesures barrières. À la date du 17 juin 2020, 597 cas à la PCR sont confirmés, dont 348 sous traitement, 238 guéris et 11 décès. La barre de 1000 cas est franchie par le Bénin le 24 juin, une première d'après Benjamin Hunkpati. Pour la première fois, plus de 100 cas sont dépistés en une journée. Au total, 115 cas sont donc issus de diagnostics faits sur des personnes ayant été en contact avec des cas confirmés. De quoi montrer l'ampleur que prend la maladie. Le nombre de personnes en contact avec les cas positifs ne cesse de s'accroître. À la date du 25 juin, 1053 cas de coronavirus sont confirmés, 747 sous traitement, 292 guéris et 14 personnes ont succombé à la COVID-19. Et voilà ce qui nous réunit ce jour. Notre invité pour en parler est un infectiologue, Dr Lucien Dosoubété. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Merci d'être là. Merci. Et lui, Rodrigue Babagüeto, est également avec moi sur ce plateau pour conduire cet entretien. Bonjour Rodrigue. Ulvaïs Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lucien Dosoubété, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est avec plaisir. Alors, sans transition, on a eu un rapport détaillé de cette chronologie des cas
confirmé à la Covid-19. Au sein de la population, il y a une psychose qui s'installe. Infectiologue que vous êtes, la psychose, la partagez-vous? Oh non, pas du tout. Je ne suis pas inquiet. C'est une augmentation des chiffres qui est attendue et qui s'explique aisément. Elle est attendue, pourquoi? Elle est attendue puisque nous nous trouvons en présence d'une maladie nouvelle. Oui. Un virus qui n'a jamais infecté les hommes avant. Ça veut dire que sur toute la Terre, aucun homme n'a une protection, n'a des anticorps pour se prémunir contre ce virus. Ce qui veut dire, ipso facto, si la rencontre se fait entre le virus et un individu qui n'a jamais été infecté, cette personne va être infectée. Donc rien de surprenant. Nous avons donc notre pays qui a été touché le 16 mars. Il est évident que les chiffres vont augmenter puisque le virus va circuler. Et en circulant, il a des chances énormes de tomber sur un homme qui n'a pas d'immunité. D'accord. Ou une femme qui n'a pas d'immunité, donc il va l'infecter. D'accord, la croissance, elle va être constatée, mais ces derniers jours, c'est plutôt exponentiel, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qui explique cela? Alors, ce qui explique cela, il y a déjà, premièrement, le génie évolutif de la maladie virale elle-même. Puisque une personne infectée, elle peut en infecter une ou deux autres. Donc quand il y en a 10, ça veut dire que les 10 vont infecter chacun deux. Donc ça va exponentiel. Deuxièmement, c'est qu'il y a des facteurs multiplicateurs, si je puis dire. Et ces facteurs multiplicateurs, c'est le non-respect des gestes barrières par la population. Lorsque le corridor a été levé et que les activités ont été autorisées avec des restrictions, mais les Béninois ont pensé que la Covid-19 était derrière eux et qu'ils pouvaient continuer comme avant et n'ont pas respecté. Donc ils ont créé eux-mêmes des situations où ils s'offraient, je dirais, au virus qui les a infectés et qui donc fait plus de cas. Oui, mais cela peut se comprendre que ce soit normal que les gestes barrières soient un peu laissés de côté après, avec la levée Ah non, la levée du corridor et des restrictions strictes, il a été bien expliqué, ce n'est pas la fin de la Covid-19. Mais on n'était pas habitué à porter des masques, à respecter des gestes barrières, cela peut se comprendre. Ah mais non, tout s'apprend. On a connu dans les années 80 l'avènement du VIH et on a dû apprendre à vivre autrement. Et celui qui ne s'adapte pas à ce nouveau contexte, mais il va périr. Donc justement, les 14 décès qu'on a à cette date, est-ce parce qu'ils n'ont pas su apprendre? C'est pas seulement ça. Il faut dire, il y a des facteurs qui vont favoriser l'infection. Il y en a d'autres qui vont favoriser la survenue de cas graves. Et ce sont les cas graves qui vont en mourir. Puisqu'on sait aujourd'hui, là, il faut le dire aussi, c'est une maladie nouvelle. Depuis décembre 2019 qu'on la connaît. Donc, on a encore beaucoup à apprendre de cette maladie. Donc, quand les cas graves, ils vont arriver chez des gens qui représentent 20%. Parce que 80% des personnes infectées n'auront aucun symptôme ou très peu de symptômes qui ne vont même pas les inciter à aller consulter un professionnel de la santé. Les 20% autres, c'est eux qui vont avoir des symptômes, ils vont aller consulter. De ces 20%, il y a 5% qui vont faire des formes graves, qui vont nécessiter l'oxygène, grave parce qu'ils vont avoir du mal à respirer, ils vont nécessiter l'administration d'oxygène ou bien l'utilisation d'appareillages pour leur permettre de restaurer une fonction ventilatoire. Et c'est eux qui vont mourir. Ils vont d'autant plus mourir qu'ils sont âgés, plus de 65 ans, qui sont diabétiques, hypertendus. Voici les circonstances qu'ils vont faire. Et un dernier élément qu'on peut rajouter, c'est un retard à la mise sous traitement. Un malade qui arrive avec des symptômes, il doit être mis sous traitement le plus rapidement possible. On ne doit pas perdre de temps. On ne doit même pas dire « j'attends d'avoir la confirmation ». Les symptômes seuls doivent suffire lorsqu'ils sont concordants pour mettre sous traitement en attendant le résultat. Et on ajuste le tir après. Alors aujourd'hui, on sait que les symptômes s'assimilent très rapidement aux symptômes du paludisme. On peut les confondre facilement. Tout à fait, mais il est aussi facile de faire un diagnostic du paludisme. Donc, en moins de 15 minutes, on peut dire à un patient qui a de la fièvre, qui a mal et qui est fatigué, c'est un palu ou c'est pas un palu. Dès qu'on a répondu à cette question en 15 minutes, on met le traitement. Aussitôt. Sans attendre. Et quand on a d'autres symptômes en plus, la perte du goût, la perte de l'odorat, là, il ne faut même pas réfléchir. Avant même de faire la goutte épaisse, mettre le traitement.
Alors, ah oui, c'est le gage qui permettra de sauver le plus de monde. Alors, on le sait, le coronavirus est un virus qui a une facilité à se propager en période de fraîcheur. Et c'est justement la période que traverse le Bénin aujourd'hui. On est en pleine saison des pluies. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir encore? Je crois que avoir des craintes, ça ne règle pas le problème. Il faut les regarder, poser les bonnes questions et chercher les solutions. Le coronavirus, j'ai dit, c'est une maladie nouvelle. Donc, chaque fois qu'on va en parler, on va la comparer à d'autres maladies qui lui ressemblent. En l'occurrence, la grippe ou les autres infections à coronavirus qu'on a connues déjà. Donc, et on sait, ces maladies nous ont appris que les températures fraîches sont des températures qui vont permettre à ce virus de développer son génie pathogène. Bien sûr. Voici, et c'est vrai qu'avec les pluies, nous arrivons au Bénin, à l'opposé de l'hémisphère nord qui va passer en période chaude, nous passons en période fraîche. Froide, ouais. Et là, on peut s'attendre, là encore, si on le compare aux maladies préexistantes, à une augmentation. Et ça peut être des éléments qui montrent que nous avons une augmentation des cas, mais ça ne suffit pas. Si les gestes barrières sont bien respectés malgré le temps, parce qu'il faut bien que le virus, il ne saute pas d'une personne malade à une personne saine. Il faut qu'il y ait un contact étroit. Malgré la fraîcheur, si on respecte ça, il ne va pas. L'autre chose que j'aimerais bien soulever, c'est que le Bénin a très tôt mis en place un protocole. Alors aujourd'hui, on est à 14 cas de décès. On se demande si ce protocole-là est véritablement efficace. Je peux vous dire qu'il est efficace, parce que tous les patients que moi j'ai eu l'occasion de voir ou de mettre sous traitement, Dieu merci, s'en sont sortis. Parce que le traitement a été mis tôt. Maintenant, les décès. Quand il y a des décès de Covid, il ne faut pas dire c'est parce qu'il a le Covid. La Covid. Ça stigmatise. Est-ce qu'il a été traité déjà? Parce que si vous avez une maladie, un diabète, vous ne prenez pas le traitement, vous allez en mourir. Bien sûr. Si, parmi les décès que nous avons observés, beaucoup n'ont pas eu de traitement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le bon chemin de soins. Ils sont restés à la maison à faire des traitements traditionnels, ou ils sont partis dans des centres de santé où ils n'ont pas eu le traitement adéquat. Et quand ils arrivent au moment où on va mettre le traitement adéquat, on va faire 24 heures, quelques heures seulement, ou une seule prise, ou même pas le temps de mettre le traitement en haute, qui décèdent. C'est le retard au traitement qui est un élément qui va aggraver encore la situation. Donc là, aujourd'hui, le gouvernement autorise à se procurer la chloroquine, mais lorsque je suis atteint de la Covid-19, que je vais en pharmacie me procurer de la chloroquine, est-ce que là, je fais le bon traitement, le traitement qu'il faut? Alors, vous ne pouvez pas dire lorsque j'ai la Covid. Ou lorsque j'ai des symptômes. Oui. On dire ainsi. Lorsque j'ai des symptômes qui me font penser que je pourrais l'avoir et que je vais en pharmacie, le ministre de la Santé a autorisé les pharmaciens d'officine à dispenser à ces malades-là la chloroquine pour qu'ils démarrent le traitement. En leur disant qu'ils aillent quand même se faire tester et se faire voir. Mais je pense que la démarche idéale, c'est lorsqu'on ne va pas bien, d'aller consulter un médecin. Oui. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la fièvre, des douleurs, mais ça ne suffit pas pour faire la Covid. Il y a d'autres maladies qui peuvent provoquer ces mêmes symptômes. Bien sûr. Et le médecin, il a les compétences pour discriminer, pour faire ce qu'il faut et démarrer le traitement d'une autre maladie éventuellement. Parce que là aussi, l'une des erreurs, c'est d'être tellement polarisé par la Covid-19 qu'on oublie tout le reste. Et on laisse les patients mourir d'autres choses que de la Covid. Donc, c'est la démarche, c'est le médecin, la pharmacie. Si on veut aller directement voir le pharmacien aujourd'hui a reçu l'autorisation du ministère de la Santé de dispenser la chloroquine pour que les patients ne traînent pas à démarrer le traitement. Parce que plus tôt c'est démarrer, mieux c'est. Vous êtes infectiologue. Expliquez-nous un peu, lorsqu'un patient vient chez vous et que vous détectez en lui des symptômes de la Covid-19, que faites-vous? Alors, déjà, les malades qui arrivent sont discriminés, sont testés pour la température déjà pour faire un peu le tri. Et lorsqu'on a déjà des évocateurs, à ce moment-là, on va les orienter directement vers la zone d'isolement et le médecin ira les voir là-bas.
Sinon, si le malade arrive en salle de consultation, vous l'avez examiné, interrogé, examiné, et qu'au terme de tout ça, vous suspectez la Covid, dans ce cas, vous allez le faire orienter directement avec un circuit bien particulier pour arriver dans la zone d'isolement. Et une fois qu'il y est, il y restera jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'est pas infecté par le SARS-CoV-2. Donc dès qu'il va rentrer dans cette zone, il y a un personnel dédié qui va s'occuper de lui, et que ce personnel n'ira pas s'occuper simultanément des malades atteints de Covid-19 et des autres malades, mais il restera dans la zone pour ces malades-là. Donc, un soignant pour un certain nombre de patients atteints de la Covid-19. Exactement, dans une zone d'isolement. Dans une zone d'isolement qui n'ira pas vers d'autres patients. Non, quand il doit sortir de cette zone-là, il y a des mesures à prendre, il doit le faire. Mais jamais, pendant la même période de travail, il va être à cheval sur un malade infecté par le SARS-CoV-2 et un malade qui a un paludisme, par exemple, autre chose. Et quand il arrive dans cette zone, on lui démarre son traitement et on fait le prélèvement. Très bien. Et on attend les prélèvements, on attend les résultats. Quand le résultat est confirmé, le traitement est ajusté et il est pris. S'il y a des symptômes de gravité, à ce moment-là, il va être transféré dans les centres habilités à s'occuper des malades qui ont des formes graves, à savoir ALADA ou Parakou. Okay. Et justement, quels sont les symptômes sur lesquels on se base pour juger un patient en cas de gravité? Alors, la gravité, elle va toucher l'appareil respiratoire. Quand le malade a du mal à respirer ou a des douleurs à la poitrine, ou quand on va mesurer au doigt avec un appareil qu'on appelle l'oxymètre de pouls, que sa quantité d'oxygène dans le sang est basse, ça veut dire qu'il rentre déjà dans la catégorie des personnes avec des formes graves. S'il lui apporter de l'oxygène à un débit pas trop élevé, permet de corriger la concentration en oxygène dans le sang, là, on peut encore le gérer dans un centre. Mais si ça ne suffit pas, alors il faut le transférer vers les centres qui ont les équipements pour pouvoir faire une assistance ventilatoire ou, à la limite, intuber et ventiler. Alors, le traitement dure combien de temps? Le traitement, il dure 10 jours. 10 jours. Au bout de 10 jours, on est sûr que la SARS-CoV-2, comme vous le dites, le virus n'est plus du tout dans le corps du patient. On est sûr, mais pour s'en assurer vraiment, on va refaire un prélèvement. Et c'est le prélèvement négatif, 2 prélèvements négatifs qui vont permettre de dire celui-là, il a été traité, effectivement, il n'a plus de virus, donc il n'y a pas de risque d'aller transmettre à des personnes, donc on peut le laisser rentrer. Alors, vous permettez, j'ai une question qui... on a pu observer que certains patients sont, comment vous appelez ça, prélevés, on leur fait le test, on remarque qu'ils sont positifs, et 2 jours après, ou 3 jours après, on remarque qu'ils sont négatifs. Qu'est-ce qui explique cette bipolarité? Alors, de quel test vous parlez? Le test de la Covid. Parce qu'il y en a 2. Bien sûr, il y a la TDR, le test de diagnostic rapide, et il y a la PCR. Ok. Le test de diagnostic rapide, il est fait au doigt. On pique au doigt et on prend une goutte de sang. La PCR, c'est avec un gros coton-tige qu'on va aller dans le fond de la narine, aller chercher les sécrétions et aller rechercher la présence du virus. Alors que dans le TDR, on va chercher les anticorps que vous avez fabriqués contre le virus. Alors entre les deux, lequel est celui qui donne le bon résultat? PCR. Les deux donnent des bons résultats, mais n'ont pas la même signification. Alors, le TDR va vous dire s'il est positif. Ça veut dire j'ai trouvé dans le sang testé des anticorps que l'individu a fabriqués contre le virus. Ça veut dire, ça signe qu'il a rencontré le virus. Mais en général, ces anticorps vont apparaître au bout de 15e jour du début de la maladie. Et en général, le malade a guéri déjà, sauf si c'est une forme grave. D'accord? Oui. Quand on met les couvillons pour aller chercher les sécrétions au fond, on fait la PCR. Là, on va chercher la présence du matériel génétique du virus, pour dire que le virus est là. Et ça, en général, on va le trouver 1 semaine avant le début des symptômes, jusqu'à 1 semaine après le début des symptômes. Ce qui fait que le malade va être infecté, mais si vous allez au 10e jour, vous n'allez pas le trouver. Ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas infecté. Donc, suivant la question que vous posez, le malade que j'ai en face de moi, est-ce qu'il fait actuellement une infection à SARS-CoV-2? Il vaut mieux aller faire la PCR. Qui va dire le virus, il est là, donc il est infecté. L'autre test, c'est pour dire est-ce qu'il a rencontré le virus. D'accord?
Donc, quand on rencontre le virus, c'est que, comme vous l'expliquez si bien, c'est qu'on a fini de guérir. En général. En ce moment-là, est-ce qu'on... Aujourd'hui, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, on va le traiter quand même. Okay. Parce qu'on sait que certains peuvent encore éliminer du virus jusqu'à 14-15 jours. Okay. Donc, on travaille sur des statistiques pour donner ces intervalles-là, pour augmenter la probabilité de retrouver le virus. Mais il y en a qui se trouvent en dehors de ces normes-là. Mais le traitement dont vous parlez, il se fait comment concrètement? Par la bouche. C'est des comprimés de chloroquine que le patient va prendre 3 fois par jour quand on va traiter. Et quand il est hautement suspect, on va commencer par 2 fois par jour. Et quand on a le résultat, où il est négatif, il reste comme ça. Où il est positif, on va passer de 2 à 3 fois par jour. D'accord. Et aujourd'hui, on compte 292 personnes guéries. Est-ce qu'il y a des risques que ces personnes fassent des rechutes? Alors, a priori, je peux répondre non. Je dis a priori. Et là encore, c'est en comparant avec d'autres maladies qui ressemblent. Okay. Alors, comment est-on arrivé à cette conclusion-là? Dans le sang des personnes qui ont déjà fait la COVID-19, on va retrouver des anticorps. Et ces anticorps, pour être vraiment protecteurs, il faut qu'ils soient neutralisants. Il y a des tests qu'on fait en laboratoire qui vont aller démontrer le caractère neutralisant. Et quand on trouve ça, on dit ces anticorps protègent contre une nouvelle infection. Voici. Mais les constats qu'on a fait, c'est que les malades qui ont été infectés produisent des anticorps à un taux qui n'est pas très élevé. Ah. Et ces anticorps, on ne les retrouve pas longtemps. Donc, quand ce taux va baisser, sont-ils exposés? On n'en sait encore rien. Donc, il faut attendre encore pour pouvoir répondre franchement, avec certitude, si vraiment le fait d'avoir été infecté une fois nous prémunit d'une autre infection tout le restant de la vie, ou bien nous laisse nous exposer. Alors, vous êtes au contact des patients. Est-ce que vous avez déjà observé des patients guéris qui sont revenus? Il n'y en a pas eu? Non, je n'en ai pas observé jusqu'à présent. Donc, on va espérer qu'on n'en compte pas parmi nous ici au Bénin. Lucien Dossou-Bété, merci beaucoup. Je pense qu'il faut quand même insister sur les gestes barrières. Oui, bien sûr. Parce que pour la population, c'est ce qui doit être fait et fait de manière méticuleuse, et rigoureuse et systématique. Tous les jours. Se laver les mains, le masque et la distanciation physique, ça respecter. Maintenant, pour ce qui concerne les professionnels de la santé, c'est aller identifier les suspects très vite, pour les traiter très vite, pour pas qu'ils aient des formes graves. Si on fait ça, je crois qu'on arrivera à gérer toute la phase Covid-19 sans que notre système de santé soit dépassé. Et c'est ça, tout ce qu'on cherche à faire. Ce n'est pas empêcher que les chiffres augmentent. Qui vous a dit qu'on veut empêcher ça? On ne peut pas empêcher. Mais ce qu'on veut, c'est faire en sorte que le système sanitaire puisse gérer tout ce qui va arriver, que ce soit des formes modérées ou des formes graves. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y en ait trop. On vous aura compris, Lucien Dossou-Bété, Ulvaeus Balogun, il vaut mieux prévenir que guérir. Absolument. Merci à vous, docteur. Merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Vous pourrez suivre cette émission en replay sur le site de l'ORTV, www.ortv.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.